Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce trésor au Bénin. Voici le sommaire. L'ablution chez les fidèles musulmans comment ça se pratique et quelle est son importance. Comme vous le savez, avant chaque prière, les musulmans font l'ablution, qui est une purification rituelle de certaines parties du corps. Nous avons interrogé pour vous l'imam Ismaël de la mosquée Assaïdiat de Cotonou. Ensuite, le Bénin a adopté une nouvelle loi sur les associations et fondations. Il s'agit de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet. Elle marque justement une réforme majeure visant à assainir et moderniser le secteur associatif, remplaçant les dispositions obsolètes de la loi française de 1901 qui restait en vigueur jusqu'alors. Avec Florence Bossard, dans cette édition, nous allons comprendre les principales innovations et dispositions de cette loi. Et puis enfin, Rufino d'Almeida cède son fauteuil à Ferdinand Yao Bokossa à la mairie de Boïcran, devant amis, parents, personnel de la mairie et les conseillers. Le maire sortant ainsi que celui entrant ont procédé aux formalités qui consacrent la nouvelle autorité communale dans ses fonctions. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre ce journal par cette information présidentielle d'avril 2026. Les choses se précisent de plus en plus du côté de la mouvance. À moins de 45 jours du scrutin, elle vient de dévoiler l'équipe de campagne de son duo Romuald Wadaini, Mariam Betalata. Le document rendu public affiche d'abord au sommet. On retrouve le duo et le comité stratégique. L'architecture place au sommet le duo candidat Romuald Wadaini et Mariam Talata. Ils sont directement appuyés par un comité stratégique composé des piliers du régime, le président Patrice Talon, actuel chef de l'État, ensuite le président de l'Assemblée nationale, Maître Joseph Djogbenou, et puis enfin Abdoulaye Biochane, le président du parti Bloc républicain. Ensuite, nous avons justement le commandement opérationnel, la direction de l'ensemble de la machine électorale est confiée à Hassan Seibou, nommé directeur de campagne. Il supervise une coordination nationale incluant des noms influents comme Luc Setondia Trokbo, Benoît Dato, Chantalaï, Ogouale Romaric, Labiou, Djibril Natondeake, Sedami Médigan Fagla. On note aussi un bon maillage territorial. L'équipe se décline en 24 coordinations de circonscriptions électorales couvrant l'ensemble des départements, Aliboria, Takora, Atlantique, etc., avec des binômes de responsables locaux. À cela s'ajoutent des comités techniques, justement. Il y a le comité technique chargé des médias, conduit par Zinat Glele. Ensuite, le comité chargé de la logistique, sous la houlette de Orden Aladaté. Et puis, le comité technique qui s'occupe de la finance, piloté par William Tchekper, un très proche du candidat Romuald Wadaini. Cette fiche présente ainsi une équipe de poids lourds alliant expérience politique, expertise technique et ancrage territorial profond pour soutenir la candidature de Romuald Wadaini et Mariam Talata. Cette édition se poursuit. On s'intéresse justement dans cette édition à l'ablution chez les fidèles musulmans. Comme vous le savez, avant chaque prière, ils font l'ablution qui est une purification justement de certaines parties du corps. Dans la religion musulmane, par exemple, pour faire l'ablution, l'eau qui est utilisée est un symbole de purification. Quelle est donc l'importance de cette pratique? Élément de réponse avec l'imam Ismaël. L'abolition, c'est une chose qui est très importante pour tout musulman qui est bien portant parce qu'il y a d'autres conditions, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas faire l'abolition à cause de leur santé. Mais l'abolition, il faut connaître d'abord qu'est-ce que c'est que l'abolition. L'abolition, ce n'est pas une chose pour simplement laver les mains, laver les pieds, non.
c'est une chose qui est très importante et c'est le secret de Dieu même. Parce que aussitôt que tu es musulman, que tu fais l'ablution, comme nous a informé le prophète Mohammed, aussitôt que tu fais l'ablution, ça enlève tous les péchés qui se trouvent dans ton corps. Le prophète nous a enseigné que toute personne qui veut aller prier, qui pense aller prier et qui est bien portant, doit faire l'ablution comme Dieu nous a donné ça dans le Saint-Coran et que le prophète aussi nous a montré comment on fait cette ablution. Ce n'est pas une chose qu'il faut laver les mains et laver les pieds, non. C'est sûr que c'est un secret de Dieu, Sirr Ilahiyya, c'est un secret de Dieu qui nous a donné. Et l'ablution, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui fait l'ablution, et qui essaie de bien faire, parce qu'il y a d'autres maintenant, quand ils veulent faire l'ablution, ils prennent de l'eau et ils lavent les mains. Or que tu dois laver les mains jusqu'au coude, comme ça, et rincer la bouche correctement 3 fois, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et bien voilà, maintenant que nous connaissons l'importance de l'ablution, nous allons à présent voir comment elle se fait suivant les explications de l'imam. Premièrement, tu dois commencer par le premier et non faire le deuxième à la place du premier. Le premier, c'est les 2 mains comme ça. C'est les 2 mains comme ça. Tu dois bien les laver, bien les laver. Et le second, c'est la bouche. Il faut rincer la bouche correctement. Après, le troisième, c'est le nez. C'est le nez qui est le troisième. Maintenant, le quatrième, c'est ça que la face. La face. Il y a d'autres maintenant, quand ils prennent l'eau, ils font comme ça. Alors que non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Le prophète nous a refusé ça. Il dit de bien laver. Et le prophète nous dit qu'il faut faire la prière comme vous m'avez vu le faire. Donc, comme le prophète a fait, c'est comme ça que nous aussi, nous devons le faire. Laver les figures comme ça, la face comme ça, correctement. Voilà. Et maintenant, ce qui suit, c'est le cou. D'ici jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Correctement. Voilà. Et non, tu mets de l'eau, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non. Tu commences par ici et tu termines par ça ici. 3 fois. Main droite et le second, la main gauche. Voilà. Et maintenant, quand tu termines ça, tu prends de l'eau, tu passes ça par la tête. Comme ça. Tu commences par le devant, tu vas derrière et tu repasses de derrière devant. En finissant, tu peux, avec de l'eau que tu viens de passer par devant et derrière, tu peux toutefois nettoyer tes oreilles avec. Ou bien tu prends d'autres eau, tu nettoies tes oreilles avec. Voilà. Et maintenant, pour en finir, tu laves les 2 pieds, le pied droit et le pied gauche, comme je viens de vous expliquer ça. L'ablution, c'est l'ablution. Le carême, c'est le jeûne simplement qui diffère. Sinon, l'ablution, pour faire l'ablution, c'est toujours l'ablution qu'on fait dans les saintes prières. À Toribocito, de nombreux jeunes font le choix des métiers techniques pour construire leur avenir avec l'examen de qualification au métier, le CQM. Ces apprenants, justement artisans, bénéficient désormais d'une reconnaissance officielle de leur savoir-faire. Nous nous sommes rendus dans plusieurs ateliers de la commune pour mesurer l'impact de cet examen sur le parcours. Dans l'ensemble, la réforme est très bien accueillie dans le rang des jeunes artisans en formation. Teddy Goudalo.
Dans cet atelier de couture situé à Toribosito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa fêtière, elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier. Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà accumulé 2 années d'expérience. Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes. Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. Le Bénin a adopté une nouvelle loi sur les associations et fondations en République du Bénin. Il s'agit de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet. Elle marque une réforme majeure visant à assainir et moderniser le secteur associatif, remplaçant justement les dispositions obsolètes de la loi française 1901 qui restait en vigueur jusqu'alors. Avec Florence Bossa, justement dans cette édition, nous allons essayer de comprendre les principales innovations et dispositions. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, et bien bonjour chers amis et téléspectateurs. Cette loi introduit des mécanismes de transparence et de contrôle renforcés, 6 points essentiels déjà à retenir. Il s'agit premièrement de la création du registre des associations et fondations. Désormais, toutes les entités, associations, fondations, ONG nationales et étrangères, les réseaux et unions d'associations doivent être répertoriés dans ce registre national centralisé pour être officiellement reconnus. On a un second point qui est la lutte contre l'évasion fiscale. À ce niveau, le nouveau texte vise à mettre fin aux pratiques d'entités qui se cachent derrière le statut associatif pour mener des activités lucratives sans s'acquitter des obligations fiscales correspondantes. Autre élément important dans cette loi, la dématérialisation des procédures, c'est-à-dire les demandes de reconnaissance doivent se faire désormais via le portail national des services nécessitant un numéro personnel d'identification pour le représentant mandaté. On parle également du journal du registre contenu dans l'article 38 de la dite loi, une publication officielle spécifique accessible sous forme électronique est instaurée pour rendre publiques les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'autorisation. On parle également de délais de mise en conformité. La loi impose des délais stricts pour les structures existantes afin qu'elles se conforment au nouveau cadre légal. Pour ce qui concerne les entités nationales, elles disposent d'un délai de 6 mois à compter de la publication des décrets d'application pour mettre à jour leur statut. Pour ce qui concerne les entités étrangères, les associations et fondations étrangères ont un délai de 9 mois. Quant à elles, pour se conformer sous peine de devoir cesser leurs activités. Erika.
Et puis Florence Bossa, quel est en réalité l'objectif de cette réforme? La nouvelle loi vise à professionnaliser le secteur associatif, à renforcer la transparence financière, à mieux encadrer les activités des organisations de la société civile. Cette réforme permettra d'assainir le paysage associatif et garantit que les organisations œuvrent réellement pour l'intérêt public dans le respect de la légalité et des valeurs républicaines. On peut avoir dans ces précisions le chapitre 2, notamment aux articles 2, 3 et 4 de la loi. Voilà ce qu'on peut retenir de cette nouvelle loi, faute de 155 articles, Eric, répartis en 4 titres et en 4 chapitres qui régit les associations et fondations au Bénin. Il faut noter également, Eric, que le registre est officiellement ouvert depuis le 19 décembre 2025. Pour consulter l'intégralité du texte, les téléspectateurs peuvent accéder aux documents officiels sur le site du secrétariat général du gouvernement, Eric. Merci à vous, Florence Bossa, pour ces détails, notamment sur cette loi votée à l'Assemblée nationale. On va évoquer alimentation dans la suite de ce journal. Bien manger, ce n'est pas forcément manger lourd. Dans l'habitude de la plupart des Béninois, le repas le plus consistant est pour le soir, après une longue et dure journée. Mauvaise habitude, nous dira Ife Kouossi, nutritionniste et diététicienne. Elle intervient au micro de Franca Onou et Mariette Doumassi. La base même de l'assiette, c'est les légumes. D'accord? Vous avez un peu de féculents, un peu de protéines. Ce qui fait que nos assiettes sont très déséquilibrées au Bénin, c'est que nous avons toujours mis plus de place en fait pour les féculents. On va vous dire, ouais, non, c'est ça. Et on nous a toujours éduqués comme ça. Et ça a plusieurs causes, notamment la pauvreté. Il faut être totalement pratique. Quand vous savez que vos ressources vont plus en termes de quantité, au moins on sera rassasié si on mange beaucoup de pâtes. On va clairement dire aux enfants, on n'a pas suffisamment de moyens pour manger des légumes, donc on va manger suffisamment de pâtes. Et c'est là aussi la place des jardins de cases. Voilà. Donc, les légumes d'abord, principalement, un peu de pâtes et des protéines. Ce quand vous mangez équilibré, les légumes vous apportent de l'eau, les fruits vous apportent de l'eau, les protéines vous maintiennent et vous avez vraiment de l'énergie pour continuer vos journées. Ce qu'il faut éviter en période de chaleur, c'est de résister à l'envie de la bière fraîche. En général, quand il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Et quand on a envie de se rafraîchir, certaines personnes vont directement sur une bière bien glacée, c'est-à-dire de l'alcool. Ou alors, on va craquer sur les boissons qui sont vendues dans nos marchés. Ce sera du adoyo, du bissap, du café au lait, pour avoir l'impression de fraîcheur. Il faut vraiment éviter ça, parce que ça vient avec l'effet de fraîcheur, mais ça vient aussi avec beaucoup de calories vides et beaucoup de sucre. Donc, en voulant se rafraîchir, il ne faut pas qu'on apporte encore de la surcharge calorique. Et notamment, qui dit surcharge calorique dit surpoids, obésité. Et qui dit obésité dit tout le nid pour les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et leurs complications. On reste sur le même sujet. Après un ou plusieurs repas, le ventre commence à gonfler chez certaines personnes, provoquant une sensation de ballonnement. Pour certains, cette réaction serait due à la consommation des fruits après les repas. Mais pour la nutritionniste, il n'en est absolument rien. Elle explique toujours au micro de Franck Aounou et puis Rachidi Soubirou. Déjà, certaines personnes disent en fait dans leurs vidéos, dans leur communication, que les fruits, ça se fermente, ça fait des gaz, ça crée des ballonnements. Franchement, c'est une affirmation totalement, je ne vais pas dire fausse, mais ce n'est pas une affirmation vraie et scientifique. Parce que les fruits sont des aliments qui sont à consommer tous les jours en portions. On recommande 2 portions de fruits par jour. Je corrige à chaque interview. Ce n'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour à raison de 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. La portion est équivalente à 80 à 100 grammes. Donc, les fruits sont à consommer parce qu'ils contiennent des antioxydants, parce qu'ils contiennent des éléments très importants pour notre organisme, généralement les vitamines, les minéraux, de l'eau, des antioxydants qui vont permettre de libérer l'organisme. Donc, on va mettre les fruits et légumes généralement dans les aliments qui protègent l'organisme. Ils vont renforcer notre système immunitaire, ils vont apporter de la vitamine C, tout plein de vitamines que ne nous apportent pas les aliments toujours cuits.
Donc, ces aliments-là sont à privilégier dans notre organisme, dans notre alimentation de tous les jours. Ils sont très utiles pour nous et ils ne sont pas corrélés avec le gonflement du ventre. Si vous avez un ventre qui devient bedonnant, qui dépasse les normes, les choses qu'il faut faire, c'est de faire de l'activité sportive, réduire la consommation alimentaire et perdre du poids, d'abord. Ensuite, si vous avez des ballonnements inexpliqués, c'est-à-dire que quand vous mangez, vous voyez que votre ventre, il devient gros, vous ne digérez pas, vous avez de la lenteur à digérer, 3 heures après avoir mangé, vous vous sentez toujours ballonné, vous ne digérez pas, vous prenez rendez-vous avec votre gastro-entérologue et ils vont en fait, si vous avez des problèmes de santé qui expliquent que la digestion ne se passe pas bien. Donc il n'y a aucun fruit que je pourrais vous conseiller de corrélation directe et en fait ce fruit-là, dès que vous le mangez, votre ventre dégonfle, ça n'existe pas. Passation de charge à la mairie de Boïkan, Rufino d'Almeida cède son fauteuil à Ferdinand Yao Bokossa devant amis, parents, personnels de la mairie et les conseillers. Le maire sortant ainsi que celui entrant ont procédé aux formalités qui consacrent la nouvelle autorité communale dans ses fonctions, tout en se félicitant. Le désormais ancien maire de Boïkan a invité les membres de la nouvelle équipe dirigeante à travailler dans la cohésion. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à l'hôtel de ville de Boïkan. Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon pour les détails. Pour les 7 années à venir, Ferdinand Yao Bokossa prend officiellement les rênes de la ville Carrefour. La passation de charge entre le nouveau maire et son prédécesseur a eu lieu à l'hôtel de ville devant le représentant du préfet du département du Zou. Mais avant de céder le fauteuil, Rufino d'Almeida a tenu à dresser le bilan de son mandat qui a duré un peu plus de 5 ans. Je voudrais, à titre d'illustration, doiter les centaines de salles de classe équipées que nous avons eu à construire dans nos écoles. Je voudrais également citer les interventions dans plusieurs de nos centres de santé. Je voudrais également rappeler la construction du guichet unique du marché. Mieux encore, je voudrais rappeler que nous laissons une ville première, donc en matière de gouvernance, la ville la mieux gouvernée du Bénin. Première à intégrer le réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie gastronomie. Je voudrais également dire que nous laissons une ville élue à la tête de l'Organisation internationale de la démocratie participative pour l'Afrique de l'Ouest. Avant de parapher les différents documents, Ferdinand Yao Bokossa a dit mesurer l'importance de la responsabilité qui lui incombe désormais pour bien accomplir la mission. L'ancien conseiller communal devenu aujourd'hui maire veut pouvoir compter sur l'engagement, la détermination puis la disponibilité de tous. Nous tous, nous savons les défis à relever pour le développement durable de Boïkan. Et c'est pour cela que je voudrais inviter les conseillers communaux à travailler inlassablement, à m'accompagner pour que 7 ans après, Boïkan ne soit pas seulement une ville à statut particulier, mais une ville où il y aura la prospérité et la beauté. Ainsi installée, la nouvelle équipe est attendue sur plusieurs chantiers, surtout l'amélioration du quotidien des administrés. Et pour parvenir à relever les nombreux défis qui s'imposent, le nouveau maire invite les conseillers tous bords politiques confondus à déjà s'approprier les tests de la décentralisation afin d'éviter que certains n'aient à jouer aux anticonformistes. Cotonou accueille les 25 et 26 février prochains l'édition 2026 du Forum national du CES FONACES. La rencontre vise à contribuer à l'élaboration de solutions concrètes pour mieux vivre au Bénin. Elle se tient sous le thème panier citoyen et bien-être. Dr Boris Legba, directeur adjoint de cabinet au Conseil économique et social, rapporteur du comité d'organisation du Forum, revient ici sur le thème et le contexte de l'événement. On connaît tous le Conseil économique et social avec ses différentes prérogatives, le relais des attentes des populations envers les institutions, les avis et recommandations vis-à-vis du gouvernement, la vulgarisation des lois, entre autres. Mais désormais, sous la 7e mandature présidée par le président Korat Bagiti, une nouvelle dynamique s'installe. Au lieu de se limiter aux avis, recommandations et aux travaux de terrain, il a été décidé de mettre en place un rendez-vous annuel qui a été appelé Forum national du CES. Ainsi, chaque année, le Conseil économique et social va échanger avec les populations, va dialoguer, va réunir toutes les parties prenantes et la population pour discuter des sujets d'intérêt, des sujets qui touchent aux intérêts de la population, des sujets d'actualité,
et qui tiennent compte des intérêts sur le plan économique, mais également sur le plan social. Le Bénin traverse une période merveilleuse en termes de croissance. Selon les statistiques, nous faisons partie des meilleurs pays ayant la plus grande croissance sur le plan économique. Mais comment est-ce que cette croissance se reflète dans le quotidien des Béninois? Il n'est pas rare d'entendre certains Béninois dire qu'il y a une flambée des prix, que la vie coûte cher et tout ça. Et les chiffres officiels confirment effectivement qu'il y a une augmentation de prix de certains produits et tout. Mais à quoi est due cette augmentation? Et comment est-ce que les Béninois le ressentent au quotidien? Comment ça se passe? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à cette augmentation de prix? Y a-t-il vraiment une augmentation de prix? Si oui, dans quelle proportion? Et quels produits sont concernés? Ce sont des préoccupations très fréquentes que les Béninois soulèvent et qui nécessitent de dialoguer. Voilà la principale raison. Donc l'idée, c'est de réunir toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions, le secteur privé, les syndicats, les consommateurs et la population, pour dialoguer sur le coût de la vie, pour qu'on puisse échanger sur les différentes perceptions par rapport au coût de la vie, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut ensemble définir, pourquoi pas, un panier citoyen avec les produits et services essentiels que nous consommons au quotidien et sur lesquels on peut faire un suivi des prix et un instrument de dialogue et de régulation. Le Forum national du CES FONACES connaît cette année la participation de plusieurs présidents du CES venus de divers horizons, à savoir la Côte d'Ivoire, le Congo, le Maroc et la France. Plus de 200 participants sont attendus en présentiel et plus de 1000 en ligne. D'abord, l'extrait qui va suivre. Le directeur adjoint de cabinet au Conseil économique et social énumère quelques activités au programme des 2 jours de rencontres et de dialogue. Il intervient au micro de Esther Tofa, Brice Menaï et Jocelyn Barriga. La question du panier citoyen, ce n'est pas uniquement une question béninoise, c'est une question qui intéresse tout le monde au niveau africain. Deuxième chose, c'est que nous aurons une belle cérémonie inaugurale qui sera prononcée par le président Abdoulaye Biotchane, qui est le ministre d'État, et qui va déboucher sur une conférence inaugurale animée par le Premier ministre honoraire Lionel Sissou. L'idée, c'est de discuter de la croissance, du bien-être et du panier citoyen et des enjeux qui y sont associés au Bénin, mais également dans le monde entier. Ensuite, nous aurons 4 panels. Il y aura un panel sur le pouvoir d'achat, un panel sur la consommation locale et les habitudes de consommation, un autre panel sur le bien-être au travail et un dernier sur la protection sociale. C'est pour dire en fait que ce sera un rendez-vous exceptionnel qui va aboutir non seulement à un panier citoyen, CES, pour lequel des démarches pour le suivi des prix au quotidien. Quand je parle de suivi des prix, c'est un suivi avec toutes les parties prenantes, syndicats, consommateurs et même l'Instat, mais également des recommandations à l'endroit du gouvernement, mais également de bonnes pratiques. Bonnes pratiques parce qu'en fait, nous ne voulons pas juste parler. On veut aussi apprendre à consommer localement, apprendre à stimuler la production locale, apprendre à développer de bonnes habitudes de consommation qui tiennent compte des réalités de notre pays, qui tiennent compte de notre budget personnel, qui tiennent compte de nos entrées et qui nous permettent d'avoir le bien-être. Le bien-être, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse le Conseil économique et social qui travaille au quotidien pour les attentes des populations. Donc ce rendez-vous va contribuer au bien-être à travers ces aspects que j'ai évoqués, la pédagogie, mais également des recommandations pour que le gouvernement, qui est déjà attentif aux populations, sache qu'en fait, il y a un dispositif qui est en place où tout le monde discute, tout le monde dialogue pour le bien-être de tous. Et pour finir cette édition, la Haute Cour de justice trace à ses agents les orientations à suivre et les objectifs à atteindre au titre de l'année en cours dans une dynamique 100% tournée vers la performance et son rayonnement sur l'échiquier judiciaire national. L'institution dirigée par Dondi Yamo a procédé ce mercredi à une remise des lettres de mission aux membres de son personnel. Compte rendu Hugues Vignibé, Moufi de Sabouran. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Faire davantage pour hisser la Haute Cour de justice
au rang des institutions étatiques alliant performance, modernité et située au cœur de la redevabilité démocratique. C'est tout le sens de cette cérémonie de remise de lettres de mission. Elle intervient après celle du 10 mars 2025 et s'inscrit dans une nouvelle dynamique engagée le 23 septembre 2025 lors d'une assemblée plénière. Ce n'est pas seulement une cérémonie de remise de lettres de mission, elle est profondément stratégique car elle clarifie des attentes, aligne les efforts et place chacun d'entre nous sur le chemin de la performance. Les lettres de mission que nous recevons aujourd'hui ne sont pas donc de simples documents formels. Elles incarnent une promesse claire. De notre part, celle de produire des résultats mesurables et de rendre compte des difficultés et des avancées sur notre chemin. C'est un devoir. L'année 2026 sera celle de la confirmation. Elle nous appelle à aller plus loin, à transformer l'essai. Nous devons multiplier les audiences, rendre d'autres décisions et ancrer durablement la Haute Cour de justice dans le paysage judiciaire de notre nation. Après 20 ans d'existence, la Haute Cour de justice a rendu en 2025 son tout premier arrêt. À cette performance inédite s'ajoute une opération de moralisation de la vie publique qui a touché plusieurs communes du Bénin et un colloque sur la redevabilité des gouvernants. Des actes forts qui prouvent que l'institution est résolument dans une nouvelle ère. Un objectif clair. Cette édition s'achève sur ces images de la Haute Cour de justice avec cette cérémonie tenue ce lundi, justement, de remise des lettres de mission aux membres du personnel. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi de votre fidélité. À 16h, c'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. À Cotonou, chaque orage était une catastrophe. 1 heure de pluie et la ville se noyait. Les routes disparaissaient. Les quartiers se coupaient du reste du monde. Les écoles fermaient. Les commerces aussi. Mais aussi, je suis pas passé pour nous d'or, sinon Jakakabo, si on forme ici, Zanji. Oui, effectivement, avant, lorsqu'on n'a pas encore fait la voie là, quand les gens viennent pour faire la prière, on est obligé de chercher le tonneau pour déposer. S'ils ont venu, ils vont laver leurs pieds avant de rentrer. Si quelqu'un est dit, oui, nous, mais non, c'est ouvert. Si on a si on a kakabon, on a zécoli, on a limé. Alors, mais kakabon, nous avons un peu et non les soucis. Alors quelqu'un dans cette ville. Les travaux proprement dit concernent la construction de divers types d'ouvrages. Il y a des collecteurs primaires, c'est-à-dire c'est les plus grands des ouvrages.
Il y a des collecteurs secondaires qui aboutissent aux collecteurs primaires. Et ensuite, il y a les caniveaux latéraux qui se jettent dans les collecteurs secondaires. Mais en plus de ça, il y a des bassins de rétention qui servent d'exutoire aux collecteurs. Une ville saine commence par un sol sec. L'eau ne stagne plus. Les moustiques reculent. Les cas de paludisme diminuent. Les diarrhées aussi. Les hôpitaux respirent. Les familles aussi. Mireille Winsou, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. La malnutrition, la sous-nutrition, la nutrition, est-ce qu'on peut avoir une différence? Lorsque nous sommes devant le boucher, on retrouve une balance avec 2 plateaux. Je suppose qu'on voudrait prendre de la viande pour 2 kilos. Lorsque j'informe le boucher, il prend une masse de poids équivalente à 2 kilos qui pose sur un des plateaux. Ensuite, il se met à couper des morceaux de viande qu'il met sur le 2e plateau. Aux premiers essais, on se rend compte que la balance est en déséquilibre. Le plateau qui contient les morceaux de viande, je suppose de bœuf, qu'il met sur l'un des plateaux est dans une position inférieure au plateau qui contient la masse de poids de 2 kg. Et dans notre jargon, nous sommes dans une situation de sous-nutrition ou de dénutrition, qui peut être traduite par le retard de croissance où nous avons des enfants qui ont une petite taille par rapport à leur âge comparé à des enfants qui sont en situation normale. Ça traduit également la malnutrition aiguë, d'accord, ou l'émanciation, où nous avons des enfants qui ont un petit poids par rapport à leur taille comparé à des enfants qui sont en situation normale. Nous avons encore une situation d'insuffisance pondérale où ces enfants se retrouvent en situation de petit poids par rapport à leur âge. Puis enfin, nous avons les faibles poids à la naissance. Para realizar mi sueño que haré, por dónde empezar, cómo realizaré tu tan lejano amor. Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele aceptar que mío nunca serás. De mí enamórate. Mira que que te vi, mi identidad perdí.